Claire Hédon, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté et le thème de cette année, c'est l'égalité des chances. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion ? Eh bien, que pour les plus pauvres, il n'y a pas d'égalité des chances. Et je partirai tout simplement de l'échec scolaire. C'est une des grandes injustices de la vie dans la lutte contre la pauvreté, c'est que les personnes en situation de précarité le sont souvent sur plusieurs générations. Et l'école, je dirais, est le nerf de la guerre. C'est-à-dire cet échec scolaire, ces 100 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire, eh bien, sont majoritairement issus de la grande pauvreté. Parce que, tout simplement, c'est très difficile d'apprendre correctement à l'école quand on vit dans une chambre de bonne à 4, quand la famille est dans une situation de précarité, d'inquiétude, de peur. Eh bien oui, le cerveau est moins libre pour apprendre correctement. Donc, l'égalité des chances, en fait, elle n'y est pas pour l'instant si on parle d'éducation. Et alors, du coup, quand on rate, entre guillemets, son cursus scolaire, eh bien après, c'est très difficile de trouver un travail, d'avoir une formation suffisante. Et c'est comme ça que ça s'enchaîne. Donc ce constat-là, il est indéniable. Et pourtant, l'égalité des chances reste une valeur promue par la République, par le système éducatif français. Est-ce que ça sert à masquer des inégalités en disant pour certains, ça marche, et donc si on se bat, si on est méritant, parce qu'il y a quand même l'idée de mérite derrière l'idée d'égalité des chances, donc si on se bat, on peut y arriver. Et cette idée-là, elle permet un petit peu de masquer peut-être d'autres inégalités plus Non, mais fondamentales. que l'objectif soit l'égalité des chances, mais reconnaître que ce n'est pas la réalité. Vous savez qu'on a tendance à définir la pauvreté simplement par un manque de revenus financiers. Les chiffres qui sont donnés au niveau français, c'est 8,9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais le seuil de pauvreté, il est à 1015 euros par mois, 1025 même très précisément. Mais on trouve que ce chiffre-là, il n'est pas satisfaisant. Il faudrait plutôt parler de personnes qui sont à 50% du revenu médian, c'est-à-dire à moins de 850 euros par mois. Mais ça ne suffit pas à définir la pauvreté, le manque d'argent. La réalité, c'est un non-accès aux droits. Et c'est là qu'on revient à ce qu'on disait. En fait, les plus pauvres, ce n'est pas simplement qu'ils manquent d'argent, c'est qu'ils ont des difficultés pour accéder aux droits de tous, que sont le droit au logement, le droit à une éducation, on en parlait à l'instant, le droit aux soins de santé, où là non plus, on n'est pas sur un système si égalitaire que ça, alors qu'on aurait l'impression en France qu'on est dans un système égalitaire. On n'est pas le pays le pire. Et d'ailleurs, on résiste mieux à la grande pauvreté en France si on compare à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, où on n'arrête pas de nous vanter la réussite de ces deux pays-là. On a moins de pauvreté en France. Donc, notre système de redistribution, il marche un peu. Simplement, il ne marche pas suffisamment bien. Et sur quel levier on doit agir si on veut que ça marche mieux ? Sur l'ensemble des droits. Je pense qu'on a une fâcheuse tendance à avoir des dispositifs qui, un va s'intéresser à l'école, l'autre va s'intéresser à la question du travail. Et je pense que si on accepte de dire que la pauvreté, c'est un non-accès aux droits et que ces droits sont indivisibles, et que donc, si on ne s'attaque pas en même temps pour une famille à la question du logement, à la question de l'accès au travail, à la question de l'accès à la santé, à la question de l'accès à la culture est aussi un droit, c'est ce qui émancipe, c'est ce qui permet d'aller mieux, et de l'accès à l'éducation. Si on ne fait pas tout ça ensemble, on n'y arrivera pas. Et je pense que c'est là qu'on pêche en France comme dans de nombreux pays. On a des plans pauvreté régulièrement, mais on n'a pas une vue globale. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que toutes les lois de la République qui sortent prennent en compte à chaque niveau la question des plus pauvres. Quel est l'impact sur les plus pauvres ? Je pense que c'est ce raisonnement-là qu'on a du mal à tenir. Et on a du mal à le tenir, pourquoi ? Parce que les plus pauvres sont invisibles ? Oui, et puis parce qu'il faut accepter un peu un changement de société, de s'en préoccuper. Il faut accepter d'arrêter de regarder les plus pauvres avec un regard culpabilisateur. Qu'est-ce qu'ils ont raté dans leur vie pour se retrouver dans cette situation-là ? Alors que pour moi, c'est plutôt un échec de la société. Donc ça veut dire un changement de raisonnement. Ça veut dire que le plus pauvre est au cœur de toutes nos actions. Et je pense qu'il faut là-dessus faire bouger la société. Nos politiques bougeront si la société bouge. Et c'est là que chacun de nous a un rôle à jouer. Comment on joue ce rôle ? À l'échelle individuelle, à l'échelle des associations ? À l'échelle individuelle, dans l'école de ces enfants, qu'est-ce qui se passe ? Comment sont regardés les enfants des plus exclus ? Qu'est-ce qui se passe pour eux en termes d'échecs scolaires ? Comment on peut se réunir entre parents pour être plus solidaires des autres ? Voilà, à chaque niveau, on peut essayer d'agir. Dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui font le ménage, qui font 3 heures le matin, 3 heures le soir ? Vous ne pouvez pas qu'on pourrait raisonner différemment, comment elles aient des horaires à peu près normaux de travail ? Je dis elles, parce que ce sont souvent des femmes qui, quand elles font 6 heures par jour sur 5 jours, même pas un SMIC complet, puisqu'elles n'ont même pas les 35 heures. Voilà, je pense qu'il y a plein de niveaux où on pourrait agir, et je pense que nos politiques bougeront le jour où la société bougera.